rentrer dans la pièce principale d'assemblage. Il y a plus d'une centaine de drones qui sont assemblés en ce moment. Et ici, c'est vraiment la partie de leur usine où ils construisent les drones FPV kamikazes. Ils assemblent la plupart du drone en moins d'une minute. Là, il sait que le drone peut partir sur le front, qu'il est apte à voler. This one could be used in almost all scenarios of modern warfare. И вперед сразу, вперед, вперед. Gamifying the war gives you less combat stress, gives you less PTSD, and makes you a more efficient executor of orders. This is my job, this is what I signed up for, and I'm ready. Faut imaginer ça, cette arme-là, chargée d'explosifs qui vient vers vous, c'est inévitable quoi. Vous pouvez pas fuir. If you see FPV drone, you do it. Je vous emmène dans les coulisses de la production d'une partie des drones de l'armée ukrainienne. Vous êtes plus d'1 million à avoir vu mon reportage pour Brut sur le front avec le bataillon K2 et ses équipes de dronistes FPV. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous vouliez en savoir un peu plus sur le sujet, notamment comment ils sont fabriqués et comment les soldats ukrainiens sont formés pour utiliser cette arme qui est devenue une priorité stratégique pour la défense du pays. Je vous conseille fortement d'aller voir le reportage que j'ai réalisé pour Brut pour avoir une bonne idée de ce dont on va parler. Et dans cette vidéo, je vous préviens, certains aspects peuvent paraître un peu techniques ou compliqués, mais franchement, ça reste accessible et je pense que c'est un sujet important qui risque de tous nous concerner prochainement, donc accrochez-vous. J'ai pu pénétrer dans 2 usines secrètes au cœur de Kiev, la capitale ukrainienne. La localisation de ces lieux est strictement confidentielle, donc vous ne verrez ni l'entrée ni les quartiers dans lesquels elles se trouvent. Pour des questions de sécurité, c'est assez difficile habituellement d'avoir accès à ce genre de lieu. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et donc je voulais vous faire un tour pour que vous voyez à quoi ça ressemble avec assez peu de montage à la GoPro. C'est parti. Donc c'est un sous-sol assez grand. On va commencer par ici. En fait, c'est ici qu'ils reçoivent toutes les pièces pour pouvoir assembler les drones. C'est ce monsieur qui se charge de sortir toutes les petites pièces des sachets avant qu'elles aillent aux ouvriers pour l'assemblage. Vous pouvez voir, il y a déjà pas mal de drones sur les étages. Et ils reçoivent énormément de paquets dans des cartons tous les jours. Et donc là, on va rentrer dans la pièce principale d'assemblage. Rien que dans cette pièce, il y a plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de drones qui sont assemblés en ce moment. Alors je peux pas vous montrer les visages, hein, je les flouterai parce que la plupart de ces ouvriers veulent rester anonymes. Et là actuellement, ils sont une dizaine à travailler à l'assemblage. Наразі ми маємо 2 виробничих команди тут і тут. Сам процес технологічний розбитий таким чином, що в середньому на одну людину збирається 10 одиниць на день. Lui, c'est Vassili, il a seulement 32 ans et il est déjà patron de plusieurs usines de fabrication de drones. Il a fait des études d'aviation et de préparation de pilotes. Et assez vite après le début de la guerre, en 2022, il a très vite compris l'importance qu'allaient jouer les drones civils dans les combats. Et il a décidé de créer cette entreprise pour participer à l'effort de guerre. На сьогодні ми набираємо додатково інженерів ще в цю локацію на те, щоб збільшити проможність десь до 5 тисяч на місяць. Десь так. Собівартість такого виробу – це там умовно $400. Але ці $400 можуть винести танк, можуть винести якісь самохідні артилерійські установки, може складати будівлі, тобто воно показує свою величезну ефективність. Те, що відбувається зараз, це війна, яку ми ще ніколи не бачили в світі, і роль дронів у цій війні, її неможливо перебільшити, тому що щоденно на фронті застосовується більше 2000 одиниць FPV камікадзе, і десь 40% з них влучає в ціль. Ils ont 2 méthodes différentes pour assembler les drones. Soit c'est fait à la chaîne, c'est-à-dire que chaque ouvrier, chaque personne va faire l'assemblage d'une seule pièce, d'une seule partie du drone avant de la transmettre à son collègue. Et sinon, ça arrive aussi qu'ils les assemblent eux-mêmes, mais en général, ça prend un peu plus de temps. Le drone est devenu l'arme stratégique la plus efficace de l'armée ukrainienne et grâce au soutien du gouvernement, son industrie a explosé dans le pays en seulement 3 ans. Plusieurs sources m'ont dit qu'aujourd'hui en Ukraine, il y aura environ 1000 producteurs de drones FPV. Maintenant, on va aller dans la pièce où une fois que les drones sont construits, ils vont mettre les softwares
pour que les drones puissent voler. So, right here you can see the process of uploading software to the drones. We developed a system that allows us to automatically upload software on the flight controller, on the receiver, automatically to the 16 drones simultaneously. So before that, you have 1, 2, 3, 5 people that plug in one drone to the PC to configure it with hands. But for now, we can do it 16 times simultaneously for 2.5 minutes for the whole process. And the most important thing is we eliminated human factor from this process. Because before that, you can be tired, you can want to sleep, you were sad, and you can make a mistake. And this mistake can cost a life of our soldier. For us, it's very important to bring as much quality to our product as we can, to make it reliable, to make as much fail-safe as we needed to be sure that this drone can reach the target. Donc je vais vous montrer maintenant la pièce où ils font les tests des drones avant qu'ils soient envoyés sur le front. Alors vous allez voir, ça va très très vite. Il assemble la plupart du drone en moins d'1 minute, que ce soit la batterie avec les hélices pour qu'il puisse voler. Et ensuite il fait un test pendant 20 secondes. Là c'est son écran de retour sur lequel il peut voir l'image vidéo du drone. Là il sait que le drone peut partir sur le front, qu'il est apte à voler. Il va le désassembler, le mettre de côté, et c'est un drone qui va partir dès demain dans l'est de l'Ukraine. Il passe au suivant. Oh, shit. And that's why you have a quality control. Yes, the most important thing is that we found it here, not on the front line, not with 2 kilograms, 2.5 kilograms of explosiveness, yes. This drone will not be sent to the front line, it will be fixed or parts replaced and so on. Donc ce drone, il va partir sur le front très rapidement. Donc voilà, je vous ai à peu près fait le tour. Et ici, c'est vraiment la partie de leur usine où ils construisent les drones FPV kamikazes, donc vraiment des petits drones qui sont faits pour juste un aller, en fait, qui vont aller taper une cible et ne pas revenir. Mais ils ont aussi une autre usine sur des drones de combat plus gros qui peuvent aller beaucoup plus loin en termes de distance. La deuxième usine dans laquelle j'ai pu pénétrer est encore plus difficile d'accès parce que c'est en partie là-bas que les futurs drones de l'armée ukrainienne sont créés. Ils sont d'ailleurs en train de finir de développer le prochain drone artisanal qui est beaucoup plus gros que les petits FPV et qui peut voler sur de plus longues distances. La plupart des composants du drone que vous allez voir sont trouvables dans n'importe quel magasin de bricolage. So here is the production unit where we are assembling the wings. So this is the kind of platform staples which we are using. We install the carbon and then lock it and waiting for 24 hours to be dry. We are sanding it because we need a very flat, very precise surface. And after all, it's covered by special plastic with the iron.
This is cost a few dollars, probably, but being assembling and armored with a laminate, it can hold until 12 kilograms in the air. So simple, easy, more or less fast. Ils font quasiment tout à la main. C'est impressionnant. This is the assembling, and we are fixing the body frame on the main fuselage. So this is where crafting the main body of the plane. It's a handcrafted, we called it the tailor-made plane. This is almost fixed, as you can see. And after assembling and fixing, we're able to mount the parts. So the power supply modules, secondary supply modules, camera, so everything, all electronics, and also the servo mechanism which really guide the plane. I'm going to show you the semi-finished product. This is a middle distance strike airplane. This plane can hit targets on the distance of the 45 plus kilometers. We are currently working to increase this distance to the 55 kilometers. And this model equipped with a very special, very sophisticated optical video guidance system. It could work from the distance of the 1 kilometer and automatically guide the plane in to hit the target. Here is the part for bomb and for power supply. This is the servos which make ailerons rotate. And here is the main engine. This is the stabilizer. The whole total weight, it's around 8 kilos with all equipment. The weight of the bomb, it's the 2.8 kilos. Pour vous donner un élément de comparaison, ce drone ne coûte en moyenne que 7 000 € à produire à l'unité, et c'est une arme qui peut détruire du matériel de guerre qui peut coûter plusieurs millions d'euros, comme un tank. Par exemple, le principal char de l'armée française, le Leclerc, il coûte environ 9 millions d'euros, et même si l'armée et l'industrie française travaillent à améliorer la protection du tank, il pourrait être sérieusement endommagé, voire mis hors de combat par des drones FPV de quelques centaines d'euros, et complètement détruit par le dernier prototype que vous venez de voir. Donc ils veulent augmenter la production de drones longue distance, et surtout pour ce prototype en particulier, ils l'ont développé pour contrecarrer les brouilleurs qui sont la principale cause des pertes de drones. We have optical guidance system, and we have a distance of 1 kilometer optical where the operator or pilot can fix the target, can zoom it, and then plane goes automatically by internal brains, and so nobody can jam it. So it don't need any continuation of the control. Quelques jours plus tard, j'ai pu suivre une organisation à but non lucratif qui forme des futurs dronistes FPV de l'armée ukrainienne grâce à des financements internationaux. À nouveau, pour des questions de sécurité, je ne peux pas vous dire ni vous montrer où se déroulent tous ces entraînements, et c'est pour ça qu'à un moment vous verrez beaucoup de floutage. C'est parce que ça se passe au cœur d'une ville qui est parfois bombardée par la Russie. En fait, aujourd'hui, l'équipe de dronistes, ils vont s'entraîner sur un drone qui est de plus en plus utilisé par l'armée ukrainienne. C'est les drones pilotés avec des câbles de fibre optique. О, як воно, до речі, намотано? Що воно Обично намотано, да. Коло наматуєш і все. Що це? Віток до вітка. Де? Що це? Ну, це коннектор. Это коннектор, да. Це з одной, з дрона і второй коннектор. Скільки важить ця пушка? Та легкая. Ну, на 4 км скільки? На 4 там разница небольшая. Само оптоволокно легкое. Là, c'est vraiment du câble de fibre optique, comme vous pouvez le voir, très très fin, et que le drone va tirer sur plusieurs kilomètres jusqu'à sa cible.
Les brouilleurs, c'est la bête noire des pilotes de drones, et donc depuis l'invasion russe en février 2022, l'armée ukrainienne développe des stratégies différentes pour contrecarrer ces brouilleurs, et c'est pour ça que de plus en plus de drones volent grâce à la fibre optique. En fait, c'est des appareils spécialement conçus pour transmettre des données en temps réel via une connexion filaire plutôt que par des radios, et c'est pour ça que ça les rend moins vulnérables aux interférences électroniques. Саме ці дрони на оптоволокні, вони, умовно, протидія РЕП. РЕП не може нічого зробити, бо управління і зображення передається по оптоволокну. І зараз ми будемо проводити навчання, теоретичне і практичне навчання курсантів. А вообще, в общем целом, это установить, если это в боевых условиях, допустим, с блиндажа взлет, то минут 10-15 того достаточно все сделать. Un des inconvénients de ces drones, c'est qu'ils coûtent plus cher à l'armée ukrainienne. Pour vous donner une idée, s'ils veulent faire un bombardement, une attaque à environ 10 km, ils sont obligés de dérouler 10 km de câbles de fibre optique. Et rien que ça, ça vaut à peu près 500 €, ce qui normalement est le prix d'un petit drone FPV. И вперед сразу, вперед, вперед. Газуй, газуй. Вот, сейчас самое главное, если сейчас будешь заходить, давай налево, заходи в поворот. И не резкий поворот, когда заходишь в поворот, приостанавливайся чуть, чтобы учитывать, чтобы оптоволокно легло. Какая сейчас высота? 18 метров. Ниже опускайся, до 10 метров опускайся. Ces drones avec la fibre optique, ils sont quand même plus gros et plus lents que les petits FPV. Et donc les soldats m'expliquaient que dès qu'ils veulent toucher une cible en mouvement, un véhicule qui se déplace par exemple, ils vont quand même privilégier les FPV parce que même s'ils sont plus facilement détectables et donc neutralisables, leur rapidité permet quand même de toucher plus facilement leur cible. А ну, ебани флип. Повыебайся. Серьезно? Так, так. Ебать его рот. Повыебывайся. Все, гасим компьютер, ребята. So one of the guys was like, show off, do a flip. And the guys were like, yeah. So then they do a flip, but they kind of fuck it up. And then we drop the signal, so that we have to start over. Happens, that's why they train. Là on va faire une simulation avec une cible en mouvement. Ça leur arrive de faire ça dans leurs entraînements pour se mettre un petit peu en conditions réelles même s'il n'y a pas d'adrénaline. Je vais me mettre au milieu de l'endroit où ils pilotent les drones. Et même si on feinte ou autre, il a juste à reprendre en une seconde de la hauteur, à recalibrer son positionnement et voilà. Bref, on peut pas leur échapper quoi. C'est impressionnant hein, l'agilité du drone. Et encore, faut se dire qu'on n'est pas du tout en conditions réelles. C'est-à-dire que les soldats qui se retrouvent face à un drone FPV comme ça, il y a beaucoup d'adrénaline. Souvent, ils ont d'énormes équipements, ils portent une arme. Donc, ils ont plusieurs dizaines de kilos sur eux. Ils sont souvent fatigués. Donc, faut imaginer ça, cette arme-là, chargée d'explosifs qui vient vers vous à cette vitesse. Et vous savez que c'est inévitable, quoi. Vous ne pouvez pas fuir. So we train hundreds of people. In some cases, we train a very limited amount of people, but in a very advanced technology. When I say advanced technology, I don't mean something which requires very advanced scientific research, because we don't have access to this. We refer rather to the things which were founded, which were established, invented in combat few months or few weeks ago. But the programs are very fresh and based on the real-life combat experience. I believe we are doing the very good thing for Europe and for world's global security. But gamifying the war gives you less combat stress, gives you less PTSD, and makes you more efficient executor of orders. You basically don't see the person you strike, don't see the armored vehicle, you only see the screen, and at some point for many people it becomes some sort of the computer game. So you raise the retranslator, right? The signal. And then you have to keep the retranslator aimed at the FPV, so you keep the connection together.
And that's what we're trying to do. But you have to, it's quite miniature. Та він не бачив. А, чи бачив? Il faut savoir que cette formation elle dure que 2 semaines. C'est très rapide, c'est en accéléré. Et ensuite ils peuvent être vite envoyés sur le front. Не піднімайся вище. Опускайся. У тебе боком несе. I'm 21. I came to army last year, so I served more than a year for now. I was an operator. I was a radio scout. I operated a radio location station. What made you want to join an FPV training especially? It's a good profession with a lot of efficiency in the battlefield, and it's relatively safe. I can risk my life. I'm not afraid of it. At the same time, I understand that I have family, I have friends, and I don't want to hurt them. I understand that placing my life in risk will hurt them a lot. Do you think you're prepared to kill a Russian soldier? I don't know how it will affect me. I will do it. They train me to kill people. They train me to destroy techniques. They train me to do this. This is my job now. It can affect me deeply. It can't have no effect on me. I don't know, unfortunately. I will do it anyway, because this is my job, this is what I signed up for, and I'm ready. But I don't know what will happen then will I do it. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de plusieurs choses. Vous êtes assez nombreux à m'avoir posé des questions sur la problématique des crimes de guerre potentiels commis par des drones, notamment lors de bombardements que j'ai filmés dans mon reportage pour Brut, comme dans cette séquence. Les drones les repèrent avec la caméra thermique, c'est-à-dire qu'ils peuvent les voir de nuit. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Donc là en fait c'était 2 militaires russes qui étaient en train d'évacuer un 3e qui a été blessé pendant la journée, qui était resté dans le froid pendant des heures et des heures. Ils étaient enfin venus le chercher et là les dronistes ukrainiens viennent de l'achever et d'en blesser un autre. D'abord, de manière générale, c'est important de préciser que les sources vidéo sont quasiment systématiquement des preuves cruciales pour juger des crimes de guerre. Par exemple, depuis des mois dans la bande de Gaza, l'armée israélienne massacre des milliers d'enfants et des civils innocents. Tout est documenté en temps réel, ce sont des crimes de guerre par milliers. Et toutes ces vidéos qui arrivent sur nos téléphones sont des preuves, elles permettent de voir tout de suite beaucoup de choses et de qualifier ce qu'on voit. C'est pour ça que des enquêtes menées par des médias, des journalistes, des citoyens engagés ou activistes des ONG permettent de dire, même s'il n'y a pas eu un jugement rendu par une instance judiciaire compétente, que ce type d'exactions documentées sont des crimes de guerre. C'est un peu plus compliqué à déterminer quand on est sur des situations de zone de combat où des soldats s'affrontent et où il n'y a pas de civils. Déjà parce que les images sont beaucoup plus rares et viennent quasiment systématiquement des militaires qui se filment pendant des assauts. Ensuite parce que le contexte de la guerre entre deux armées régulières est hyper important, ça veut dire que d'innombrables soldats vont mourir parce qu'ils sont des combattants et dans la très grande majorité des cas, ils ne seront jamais considérés comme des victimes de crimes de guerre parce qu'ils participaient au combat. Ensuite, il faut bien comprendre que la ligne de front en Ukraine, c'est le symbole absolu d'une guerre de haute intensité. Les combats s'arrêtent quasiment pas et sont d'une violence inouïe, particulièrement au corps à corps dans les tranchées. Des deux côtés, beaucoup de soldats achèvent des blessés dans les combats par peur qu'ils soient encore en capacité de tirer ou par exemple de se faire sauter avec des grenades. Et beaucoup de vidéos permettent de documenter ça, mais je peux pas les mettre sur YouTube. Avec l'adrénaline, l'explosion d'essence, la colère, la peur, les soldats doivent faire des choix en permanence pour chaque situation, très rapidement, en sachant que leur propre survie est en jeu. Il y a des situations où ils peuvent faire des prisonniers, disons simplement avec des personnes qui visuellement on peut voir qu'ils ne sont plus armés et se rendent, mais dans certaines situations c'est plus difficile, les blessés peuvent encore combattre en fonction de la nature de leurs blessures, et donc certains militaires feront le choix de vider leur chargeur pour ne pas mourir. Et beaucoup de ces situations que je viens de vous expliquer s'appliquent aussi aux attaques de drones, parce que les drones souvent sont envoyés en amont d'un assaut terrestre de soldats qui doivent prendre la zone, et les pilotes de drones préférant toujours être sûrs que l'ennemi est mort plutôt que blessé pour protéger leurs propres militaires. Même si on voit beaucoup de choses grâce aux caméras des drones de jour comme de nuit, il est toujours difficile de savoir exactement quelle est la nature de la blessure du combattant, et donc est-ce que ce soldat est complètement inopérationnel ou alors représente-t-il encore un danger, une menace? Cette décision à la fin, elle revient aux soldats sur le terrain en phase de combat. Pour finir la contextualisation, les drones FPV sont aussi en train de bouleverser beaucoup d'enjeux autour des crimes de guerre, notamment à cause de leur efficacité pour éliminer des cibles humaines ou matérielles de manière très précise en continu à n'importe quel moment de la journée. Là où avant en réalité les limites humaines physiques pouvaient rendre la guerre plus aléatoire
aléatoire pouvait aussi imposer certaines règles, les drones changent tout ça. En partie parce que quasiment rien ni personne ne peuvent leur échapper. Et plus la technique avance, plus ce que je vous explique va s'amplifier. J'ai beaucoup parlé d'IA avec les ingénieurs et les soldats que j'ai rencontrés en Ukraine. Tous les gens avec qui j'ai discuté s'accordent pour dire que c'est qu'une question de temps et on parle d'une période assez courte pour que l'IA change énormément de choses aussi dans les guerres. De mon côté, moi, mon travail, c'est de documenter et de vous montrer la réalité de ce que j'ai filmé. Pendant ce reportage, des attaques des pilotes de drones FPV de l'armée ukrainienne ont entraîné la mort de plusieurs soldats russes, dont certains étaient blessés ou en train d'être évacués et déplacés dans les tranchées. Pour le droit humanitaire international, au travers des conventions de Genève, les blessés doivent toujours être protégés, mais il peut y avoir des exceptions, notamment à cause de ces situations chaotiques que je vous ai décrites dans les zones de combat très intenses comme les tranchées, et dans certains cas, des soldats qui évacuent des blessés peuvent être considérés comme des cibles légitimes s'ils sont des combattants actifs de la bataille et s'ils représentent une menace. Et au vu de la violence des combats, de la rapidité des assauts que j'ai filmés pendant mon reportage, j'avais pas l'impression d'assister à des crimes de guerre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en était pas. L'armée ukrainienne commet aussi des crimes de guerre, dont certains ont été documentés sur le front contre des soldats russes. Mais par contre, ces violences dans l'armée ukrainienne ne sont pas systémiques et récurrentes comme dans l'armée russe. D'ailleurs, le ministère de la Défense ukrainien a mis en place des mécanismes pour enquêter et punir toute violation des lois de la guerre. Et de son côté, la Russie, et je pense que je vous apprends rien, à la fois avec son armée mais aussi avec ses groupes paramilitaires comme Wagner, ils sont connus pour commettre régulièrement des crimes de guerre contre des soldats et des civils. Quand je filmais ces bombardements, ça se voit dans mes images et ensuite j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux à mon retour, ça a entraîné un questionnement moral personnel. Ce qui se passe là-bas avec les drones, c'est clairement en train de changer la morphologie des guerres et toute la perception morale qu'on peut en avoir. C'est aussi pour ça que je voulais en faire un reportage et vous montrer tout ça. Au final, j'ai pu documenter des bombardements qui sont et resteront disponibles en ligne. Ils feront peut-être l'objet un jour d'une enquête par une instance judiciaire compétente, parce qu'en réalité, à la fin, entre la légitimité d'une action militaire dans des combats très intenses et les violations possibles des lois de la guerre, la ligne est très fine et c'est là où on a besoin d'une enquête indépendante pour trancher et qualifier cette action militaire. Bref, voilà, j'espère que ces explications vous ont intéressé. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires parce que je vous lis, c'est de là d'où est venue toute cette réflexion. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir des retours de militaires qui ont déjà été déployés en zone de conflit. Et pour finir, j'ai envie de vous partager à nouveau des vidéos. Je l'ai déjà dit, mais je pense que je le ferai quasiment systématiquement maintenant pour aider un collectif de vidéastes et de reporters à se développer sur YouTube et qui viennent de se lancer pour la plupart. D'abord, je voulais vous parler de Paul Cass, un super créateur qui vous plonge dans des univers 3D pour vous raconter des histoires assez folles et passionnantes qui sont dans l'actualité ou non. Vous avez peut-être déjà vu passer certains de ces formats sur la chaîne YouTube de Brut. Et bah, il a aussi sa propre chaîne et je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'elle cartonne. Donc je peux que vous recommander d'être les premiers à le suivre. Ensuite, j'ai déjà parlé d'elle, mais il y a la journaliste Charlotte Vautier qui continue son chemin aussi. Elle vient de sortir un reportage sur les personnes sans domicile fixe qui sont à l'aéroport de Charles de Gaulle. Je pense que c'est une vidéo qui vous touchera, ça a été le cas pour moi. Donc vraiment, allez la voir. Et évidemment, si vous aimez les témoignages poignants, beaucoup d'entre vous connaissez déjà la chaîne de Benoît Lecor qui s'est lancée il y a pas longtemps mais qui cartonne avec seulement quelques vidéos. Et bah, il vient de sortir un nouveau portrait d'Albert, un papy de 102 ans qui mène un combat personnel qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Et pareil, moi c'est un sujet qui me parle beaucoup et qui m'a touché. Donc je peux que vous le recommander, foncez le voir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ma prochaine vidéo sort dans quelques jours. C'est le témoignage d'un Français qui, après avoir vu un de mes reportages, a décidé de partir en Ukraine. Je vous en dis pas plus, ça sort bientôt. Merci encore pour votre soutien, à très vite.